Vipassana, j'ai fait les 10 jours, j'ai tout fait jusqu'au bout. Euh, le premier jour, ils nous ont appris globalement dans quoi on allait s'embarquer et que ça allait être difficile et que beaucoup de gens allaient abandonner. Donc on a eu pas mal d'informations sur le contenu du cours et beaucoup de métaphores sur la compréhension des choses. Et justement, ils insistaient beaucoup sur le fait de ne pas partir parce que des gens partaient parfois. Euh, pour toi, pourquoi est-ce que des gens partent? Est-ce que tu penses que c'est recommandé pour tout le monde Vipassana? Et pour les gens qui n'ont pas réussi, tu leur conseillerais quoi et comment tu les aiderais s'ils voulaient le refaire pour réussir? Ouais, bah, il y a évidemment plein de manières d'aborder cette réponse-là. Euh, Quant à la confrontation, ce qui vient finalement nous mettre dans des zones d'inconfort. Parce que la méditation, c'est aussi un entraînement. C'est aussi quelque chose où on va se mettre dans une position, on va se mettre dans une disposition, en tout cas, on va devoir aller hors du connu, aller hors de la zone de confort. On reste aussi des animaux qui cherchent à être en zone de confort. Donc ça fait partie de l'instinct, ça fait partie de l'ego au sens représentation du soi, représentation de l'identité. Et il faut bien considérer le fait que notre société, notre mode de vie, et particulièrement en Occident, on n'a pas eu cette éducation d'être présent à ce qui est, de faire une chose à la fois, de s'asseoir, ce que l'on retrouve dans le Vipassana, ou dans le Zen, ou dans toutes les sagesses dans laquelle la méditation est centrale. Et pour un esprit qui n'a jamais eu la possibilité d'être totalement présent et avec un conditionnement mental qui fonctionne en roue libre, ça peut être insupportable. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui partent parce que c'est trop confrontant et, et peut-être n'ont-ils pas encore la compréhension que les moments insupportables sont déjà ceux qui vont nous faire avancer le plus, souvent, et ça fait entièrement part du processus. C'est-à-dire que si ça devait tout de suite être une plénitude, un espace de béatitude et de paix totale, ça ne serait pas la méditation, ça ne servirait à rien tout ça. Mm. Donc il y a quelque chose qui doit pouvoir être observé dans le phénomène de la vie et le vivant en général, c'est que tout fonctionne par friction. Il y a une évolution parce qu'il y a des frictions, parce qu'il y a des zones où on va devoir se transcender, on va devoir être dans des périodes de difficulté pour se renforcer. Donc si on fait aussi la métaphore de l'entraînement du corps, eh bien l'entraînement de l'esprit que sera la méditation, c'est la même chose. On ne peut pas arriver tout de suite dans quelque chose où c'est la plénitude et c'est possible d'observer ses pensées, l'impermanence et tout ce qui est enseigné dans le Vipassana comme ça. Donc certaines personnes s'arrêtent aux premières difficultés. Et aussi parce qu'il y a cette immobilité, hein, même au niveau du corps, on n'est pas habitué Ouais. à être aussi statique. Et paradoxalement, on manque aussi la plupart du temps de mouvement dans le corps, mais on manque aussi de capacité à être immobile et à prendre ce grand pas de recul qui nous permet d'observer l'inconfort, voire même d'utiliser l'inconfort comme une voie d'éveil, comme une voie de prise de conscience totale de ce qui est ici et maintenant. Et ça, principalement, c'est ce qui pose problème dans le Vipassana parce que c'est présenté d'une manière encore plus intense parce que là, on est en isolement, ça va durer 10 jours. Mais la plupart du temps, c'est aussi ce qui bloque les gens dans la pratique de la méditation. Parce qu'il dit, ah, je n'arrive pas à faire le vide, ou je n'arrive pas à calmer mon esprit. Il n'y a pas encore la réalisation que ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire par la volonté, mais que ça va être l'observation, que Ouais. ça va être la qualité d'attention qui va transformer l'expérience méditative. Ouais, c'est vrai. Je trouve que ce que j'ai adoré en fait dans Vipassana, c'était comment tout était calibré et calculé pour nous faire progresser et que Mhm. tout était optimisé pour nous faire avancer. C'est que même la difficulté que j'ai ressentie, au final, elle s'est vite évaporée parce que si on suit la méthode et que si on écoute ce que dit l'assistant enseignant, on va avancer et on va surmonter ce qu'on a pu avoir comme difficulté. Et la question que je me suis posée, c'était quand même, effectivement, c'est quand même assez martial, c'est quand même assez intense. Au deuxième jour, pour moi, c'était vraiment dur. Est-ce que, enfin, en tout cas, comment s'inscrit Vipassana dans toutes les pratiques méditatives, dans les retraites, en termes de difficulté? Est-ce que c'est considéré comme quelque chose de difficile, on va dire pour des choses ouvertes aux débutants? Est-ce que c'est considéré comme difficile? Est-ce qu'il y a bien plus difficile? Ou est-ce que à peu près toutes les pratiques sont dans cet ordre de difficulté-là? Ça serait une manière de classifier les choses qui peut être intéressante à des fins Mm. pédagogiques. Et est-ce qu'il Mais faudrait est-ce qu'il les classifier, faudrait, faire est-ce ça? qu'il Ouais. faudrait comparer les choses? Est-ce qu'il faudrait
tâcher de les faire tenir dans une boîte, ça j'en suis pas sûr. Ouais. Tu me disais tout à l'heure qu'est-ce que seraient les conseils pour en tout cas permettre aux personnes qui rencontrent ces difficultés, qui n'arrivent pas à tenir ou qui n'arrivent pas à trouver la force en eux de tenir, ça serait de réellement faire confiance au processus même et de persévérer, de persévérer. La puissance du Vipassana, c'est qu'on est vraiment isolé pendant 10 jours ou plus. 10 jours, c'est on dirait une approche classique et assez universelle, mais le Vipassana, ça peut durer des mois. Et ces traditions très anciennes viennent d'une pratique qui ne prenait pas fin. C'était entre le moment où on commençait à méditer dans sa vie, en général jeune, jusqu'à la mort. Donc c'est ça aussi où je pense qu'il faut repositionner la vision moderne et occidentale où on voit les choses de manière assez fragmentée, c'est-à-dire je vais faire ça pour obtenir ça. Alors que ce que nous enseigne le Vipassana ou toutes les approches méditatives provenant du bouddhisme ou d'autres traditions, c'est que justement on est au-delà de l'objectif. C'est un processus, c'est un cheminement. C'est même plus une pratique, c'est un état d'être. C'est un état de conscience. Donc, les comparer, les opposer, à mon avis, on va dans quelque chose qui est erroné parce qu'on donne du grain à moudre à la pensée qui se situerait dans ça c'est difficile, ça c'est challenger, il faut mieux que je fasse telle méthode ou telle méthode. Mais si on veut simplement parler du Vipassana par rapport à ce qui est proposé en général aujourd'hui dans notre époque, ça fait certainement partie des choses les plus puissantes parce que là, vraiment, tu es dans cette engagement total où tu vas être bloqué pour les 10 prochains jours de ta vie. Et ça, c'est vrai que c'est un véritable cadeau, en fait, de s'offrir ça. Mais il y a plein d'autres retraites, il y a plein d'autres temples, il y a plein d'autres traditions. Moi, par exemple, j'ai notamment étudié au Japon. Quand tu vas pratiquer le zen, le zazen, c'est assez similaire. Et tu peux aussi avoir des moments extrêmement profonds. Je veux dire, tu peux aller partout. Tu peux aller travailler avec les chamans d'une autre manière en Amérique latine. Donc, il n'y aurait pas vraiment de hiérarchie. La seule condition qui permette la transformation, c'est à quel point la personne le veut, à quel point elle a ce désir de se transformer, à quel point elle a le désir d'aller dans l'introspection et l'éveil en fait de sa conscience. Donc avoir un bon coup de boost par le Vipassana, merveilleux, ou d'autres retraites. Mais après, c'est seulement la transformation en maintenant le processus méditatif au quotidien qui va permettre ce véritable cheminement. Sinon, c'est juste un moment et comme on le sait, tout est éphémère. Tu peux être très bien pendant 10 jours et repartir dans le chaos de l'existence si tu ne maintiens pas ton degré d'attention. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au tout début, quand j'avais pensé à Vipassana, je le voyais comme un défi, comme un challenge. Et au fil des jours, quand ça se rapprochait, je commençais à m'intéresser à Vipassana, j'ai commencé à comprendre que, en fait, peut-être que pour une fois dans ma vie, je devrais pas le voir comme un challenge, ni comme un défi à surmonter, à vaincre, mais peut-être que la meilleure manière de vivre cette chose, c'est de s'abandonner dans la méthode et de justement ne pas chercher à déjouer quoi que ce soit ou à prendre avantage sur quoi que ce soit. Moi, de nature, j'ai tendance à beaucoup aimer déjouer le système, à monter sur des toits. Enfin, le Place Vendôme, par exemple, je l'ai grimpé et j'ai beaucoup aimé cette approche de comment est-ce que je peux voir un système et comment je peux prendre avantage dessus pour arriver au sommet. Et avant ces 10 jours et pendant ces 10 jours, j'ai compris que pour une rare fois dans ma vie, j'ai aimé être dans le collectif et faire tout ce qu'on me dit de faire parce que j'aimais en fait suivre toutes les règles et comprendre que pour une fois, je m'abandonne dans la méthode, je fais tout ce qu'on me dit de faire et tout se passe extrêmement bien. Et deuxième truc que tu as dit que je trouve hyper intéressant et qui confirme aussi beaucoup ce qu'on nous a appris, en sortant du cours au 10e jour, tu as un type qui m'a donné une super métaphore qui m'a dit, tu sais que là, les 10 jours que tu as passés, ils sont stylés, mais dans ta vie, c'est comme si ton père t'apprenait à te brosser les dents. C'est que c'est super important, mais que si tu le fais que 10 jours, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est de le faire matin et soir pour ton bien et celui des autres. Et j'ai adoré cette métaphore-là, quoi. Ouais, tu dis plusieurs choses intéressantes. Je pense qu'on avait employé un peu une métaphore similaire quand on avait fait l'atelier ensemble. Moi, j'aime approcher la méditation aussi comme une hygiène, mais une hygiène de l'esprit, une hygiène spirituelle. On nettoie nos corps, on les met en mouvement, on s'entraîne, on prend soin de l'appareil, du véhicule, de la conscience. Et la méditation est la seule véritable manière finalement de prendre soin de sa conscience et de son esprit. Donc c'est une hygiène fondamentale. Mais comme tu le dis, à partir du moment où on arrête de le faire, tout est impermanence, tout est mouvement, eh bien les mauvaises herbes, les bactéries, les pensées, ça revient. disons toxiques, compulsives, vont revenir naturellement. Et autre chose que tu as mentionné, c'était ce côté être dans le non-conformisme, grimper sur les toits là où c'est interdit. Et je te rejoins, moi c'est pareil,
toujours eu un esprit rebelle et qui n'a pas aimé rentrer dans les cases. Mais finalement, se plonger dans la discipline au sens l'art d'apprendre, d'être un disciple, tu vois, cette discipline, et justement pas le voir comme quelque chose où on va rentrer dans un conditionnement, un conformisme, quand il s'agit de parler de méditation, par exemple, parce que ce sont des disciplines déconditionnantes. Ouais. C'est qu'on apprend à désapprendre. On est déjà en bordure du monde quand on Voilà. fait de la méditation. On apprend à éplucher les conditionnements, les couches qu'on a construites, qu'on a bâties sur notre identité, sur l'idée que nous avons de nous-mêmes, sur l'idée du monde, sur tous ces concepts, et éventuellement les peurs, les aversions, les désirs, toutes les choses qui finalement conditionnent notre comportement. Eh bien, grâce à la méditation, en fait, on vient déconditionner tout ça. Carrément. Donc pour le jour 3, moi ce que je me rappelle du jour 3, c'était le discours de fin de journée. Et je me rappelle très bien d'un moment dans le discours où il parlait de donc le concept de Vipassana, c'est d'abord de travailler ta conscience à un point où tu arrives à l'affûter comme une lame, et ensuite de faire un travail chirurgical sur toi-même. Et en fait, on t'explique qu'arrivé à un certain niveau, tu arrives à un niveau de conscience où tu sens que plus rien n'est solide dans ton corps et que tu sens des vibrations qui sont très agréables. Et ils nous mettent en garde directement en disant attention, il faut pas voir Vipassana comme quelque chose de relaxant, parce qu'effectivement, ce moment peut être satisfaisant, peut être agréable, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour travailler quelque chose d'autre qu'on va aborder après, donc l'équanimité. Et c'est vrai que l'une des questions qu'on me pose le plus une fois que je suis rentré, c'est alors, est-ce que tu as ressenti quelque chose de spécial? Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Et je trouve que beaucoup de gens ont une approche envers la spiritualité un peu comme celle d'un parc d'attractions. Si tu vois ce que je veux dire, c'est on va aller tester plein d'attractions différentes et on va ressentir des choses différentes et ça nous sort de notre quotidien. Comment est-ce que toi tu l'expliques aux gens? Comment tu expliques aux gens que c'est pas forcément ça la spiritualité et que c'est quoi ta manière de voir les choses? Il faut encore comprendre le conditionnement de notre société, ce mode de vie qui est aussi extrêmement influencé par le divertissement et par une non-éducation de ce que nous sommes fondamentalement dans notre essence. Et Vipassana en pali, c'est la vision pénétrante. Avoir une vision pénétrante sur la nature des choses. Nous avons une idée à l'heure actuelle de ce qu'est l'homme et de ce qu'est le corps et de ce qu'est le monde, mais cette idée, elle est illusoire. Elle est conditionnée, encore une fois, par tout un tas de concepts et de croyances individuelles qui sont projetées sur le monde. Heureusement, grâce notamment à la physique quantique, aux neurosciences, aux sciences cognitives, à la biologie, on développe un accès à l'information qui est extrêmement puissant. Encore faut-il s'y intéresser. Mais finalement, ce que nous enseigne Vipassana ou toutes les approches méditatives, c'est d'avoir cette vision pénétrante qui vient amener en fait beaucoup plus de contact avec ce que serait la réalité, en tout cas la nature des choses. Donc évidemment que ce que l'on va ressentir là, c'est qu'on enlève une partie du voile de l'illusion où on se perçoit comme quelque chose de solide, comme un corps qui ne bougerait pas, alors que tout est un mouvement perpétuel. Chaque atome, chaque molécule, chaque tissu, chaque cellule, et même à un niveau bien plus petit, quantique, on n'est que dans la vibration pure, ce que nous amène à comprendre la physique quantique, mais ce qui avait été compris et observé par les anciens, par la méditation, par la pleine conscience. Il y avait ce ressenti, cette expérience directe. Donc en fait, ce qui se manifeste là, c'est incroyable et ça peut être très grisant de se dire j'ai accès à des sensations d'énergie, mais en fait c'est toujours là. Ouais. Nous sommes énergie pure. Ce potentiel, ce qu'on appelle le chi, le prana, l'énergie vitale, est tout le temps là. Ouais. Mais c'est juste qu'on est insensible. On n'a pas de sensitivité, de sensibilité à ce subtil et finalement à ce que nous sommes fondamentalement, à cette nature des choses et à cette nature générale dont nous faisons partie, cette émanation de la source, de l'univers, dont nous sommes un atome, une expression. Donc lorsqu'on amène cette vision pénétrante, eh bien finalement on vient ressentir quelque chose de très très simple, mais que l'on a oublié, en tout cas qu'on n'a jamais cultivé à ressentir. Et pour en revenir à ce que tu disais, quelle serait l'approche de la spiritualité que moi je tâche de transmettre? C'est que la spiritualité, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous du tout. C'est pas une dimension abstraite où on va faire des sorties astrales, etc. La spiritualité, c'est tout. Tout est spirituel. Nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus faire une expérience humaine et non pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle. C'est ce que disait Pierre Taillard de Chardin. Et donc, la spiritualité, elle peut et elle devrait pouvoir
se cultiver, s'expérimenter dans tout, dans une discussion, dans les moments complexes de la vie, dans les conflits internes, externes, dans les moments de chaos, même dans les moments les plus heureux, justement, les comprendre que c'est pas quelque chose où on doit toujours rester en haut, dans la joie, que tout fait partie du processus, que tout fait partie du mouvement de la conscience, et que le travail spirituel, c'est la vie. C'est pas extérieur à la vie. L'expérience de vie en soi, chaque respiration, est infiniment spirituelle. Est-ce que tu penses qu'on peut atteindre des réalisations spirituelles sans passer par les méthodes traditionnelles et peut-être en passant par l'art ou le sport, par exemple? Est-ce qu'un artiste Hum, pourrait arriver à une certaine réalisation qu'un méditant pourrait atteindre aussi? mais plein de chemins mènent à Rome, ça c'est sûr. Ouais. Ça dépend de chacun. Ça dépend de l'inné, ça dépend de tout ce qu'il a dans ses lignées aussi, hein, tout l'héritage, parce qu'il y a plein de choses qui se transmettent aussi de par nos ancêtres. Donc ça dépend de tout un tas de facteurs. Là, on est un peu dans la supposition, Ouais. mais je pense effectivement il peut y avoir des accès à l'éveil, donc un état de conscience élargi, éveil qui serait synonyme de la compréhension que l'identité n'est qu'un mécanisme permettant de faire fonctionner ce corps et cet individu, mais que fondamentalement, nous ne sommes pas séparés, hein, l'interdépendance, nous ne sommes pas séparés du reste de l'univers. Nous sommes l'univers qui s'expérimente sous cette forme, qui s'exprime sous cette forme. Donc l'état d'éveil, c'est de vivre en permanence dans cette conscience d'être l'univers, mais qui prend cette forme, et de ne pas être identifié ou attaché à l'identité. On s'en sert, elle est importante, et même si on peut la restructurer d'une manière harmonieuse, d'une manière bénéfique pour les autres, pour le monde en général, on peut le créer, cet avatar de toute pièce quelque part, et agir dessus, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est d'avoir la véritable compréhension que nous sommes de toute façon complètement liés à tout ce qui nous entoure, et que cette identité n'est que transitoire et illusoire parce que construction. Donc, il peut y avoir plein de moyens de réaliser ça. Ça peut venir par l'art, ça peut venir par des expériences de mort imminente, ça peut venir par des moments de vie très très difficiles où finalement va peut-être y avoir un état de prise de conscience instantanée, un moment de satori, un moment d'éveil. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on peut avoir des accès assez fulgurants à cette conscience, mais si on ne cultive pas, on en revient un peu à l'impermanence, d'où l'approche de la méditation. Si on ne cultive pas cette ouverture de conscience, il est facile de reperdre le contact, ne serait-ce que par le fait de ne pas entraîner le corps et le système nerveux à ressentir, parce que la méditation est profondément physique. On entraîne le système nerveux, hein, les body scans et toutes ces approches, on va ressentir l'énergie et les parties du corps. C'est pour garder la sensibilité bien alerte. Donc si on n'entretient pas tout ça, il est fort probable qu'au bout d'un moment, le niveau de conscience se referme et que le corps ne soit plus aussi en capacité de capter cela. Ouais, faut le maintenir tout le temps, quoi. Ma compréhension, en tout cas, de ce qui serait l'état d'éveil dans le temps, dans la durée, c'est effectivement de le maintenir, de cultiver la présence. C'est pour ça qu'on revient toujours à la base quand on médite. On revient toujours à s'asseoir, à ressentir et à être simplement là, ici et maintenant. Et c'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur. Ça ne s'entretient, ça ne se cultive que dans le présent. Ok, ouais. Il peut y avoir des déclics, il peut y avoir des moments de boost à droite, à gauche, mais au final, on en revient toujours à des pratiques simples comme faire des pompes dans sa chambre. Il faut passer par là et dans tous les cas, on avance là-dessus. J'aimerais tellement rebondir là-dessus, mais on le fera après, puisque du coup, là, on est au jour 4. Au jour 4, on a eu beaucoup plus d'informations sur Vipassana, vu que c'est le jour où tout commence et qu'on pratique réellement ce dont on est venu pour. Et de ce qu'on a appris du jour 4, c'est que c'est une méthode qui est très délimitée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pranayama, on n'a pas de travail sur la respiration, on observe la respiration telle qu'elle est, et elle est également autosuffisante, dans le sens où t'es pas censé, on va dire, combiner d'autres techniques avec Vipassana, et même après Vipassana, tu peux réussir à progresser et avancer dans ce monde-là sans forcément passer par d'autres chemins et juste passer par Vipassana. Mais donc toi, de ton côté, vu que c'est une pratique qui est bien délimitée et également autosuffisante, qu'est-ce qui, toi, t'amène à expérimenter d'autres choses et à chercher autre chose? C'est quoi les autres sujets que Vipassana va pas vraiment chercher? Très bonne question. Bon, Vipassana, ça prend une grande place dans, je dirais, ce que je pratique et ce que je transmets, même si je mets pas toujours le nom
qui n'est qu'un nom au final, Vipassana. Et finalement, ce qu'on appelle la mindfulness ou la méditation de pleine présence est directement inspirée du Vipassana, mais dans une approche laïque. Donc, Ok, un peu laïque, pareil, quoi. qui n'est pas liée en tout cas à la religion bouddhiste. Ouais. Mais c'est vraiment la même approche. Donc, et c'est la méditation en tout cas que je transmets essentiellement. Mais après, toutes les autres approches respiratoires, les différents pranayamas, les différents breathwork, les différentes manières d'aborder la voie du souffle, par exemple, hein, comme tu as parlé des pranayamas, sont à mon sens essentielles pour pouvoir investiguer sur la nature des choses, sur soi, sur son fonctionnement, éventuellement aller expérimenter d'autres états de conscience élargis par cette modification de la physiologie par le souffle, comme on pourrait prendre l'exemple des plantes de médecine, des entéogènes dans les arts et les traditions chamaniques, où on avait aussi cette utilisation-là pour avoir justement cet immense élargissement de l'état de conscience, pour en recevoir des enseignements durables. Donc moi, je n'ai pas choisi de me couper ou de me cantonner à une seule approche du travail sur la conscience, parce qu'à mon sens, nous bénéficions d'une multitude de possibilités et il est important et intéressant de pouvoir les explorer et de pouvoir faire avancer les choses en tant que quelqu'un qui transmet. Ce que je veux dire, c'est que j'ai un profond respect pour nos pères, les anciens et toutes ces transmissions telles que celle du Vipassana qui est infiniment profonde, mais on doit être aussi dans le mouvement des choses. Et si nous nous inscrivons dans la transmission, dans la chaîne de transmission, on doit pouvoir apporter nos couleurs et notre compréhension et une réactualisation des choses. Donc ce que je tâche de faire dans mon travail et comme d'autres, c'est de prendre ce qui existe, de l'expérimenter, de l'intégrer et ensuite de le transmettre. Et ce que j'ai expérimenté comme étant les choses les plus efficaces sur moi ou sur les autres, c'était de ne pas justement se tenir que à une approche de pleine conscience ou de vipassana, mais d'avoir des phases de travail avec d'autres approches, comme la respiration, où tu as d'autres états de conscience et même des libérations somato-émotionnelles, une augmentation du chi et du prana de manière momentanée qui va t'amener à sentir d'autres choses, à laisser circuler d'autres choses qui ne passeraient pas forcément comme ça par le vipassana. Mais en revanche, je l'utilise toujours la pleine conscience comme étant la toile de fond, comme étant la dimension essentielle dans laquelle tout peut venir s'imbriquer. Même quand tu vas faire une cérémonie avec une utilisation de plantes médecine, pour moi, la méditation, c'est le chant, c'est la posture, c'est l'état qui te permet même d'aller d'autant plus loin dans le travail et dans les états de transe. Parce que tu maintiens cet état de pleine présence à ce qui est. Ok. Tu vois? Donc, c'est plutôt une toile de fond qu'une méthode pour moi, la pleine présence. C'est un état d'être. Ouais, c'est les fondements carrément en fait de ton exploration. Clairement, et c'est finalement pas quelque chose qu'on peut faire tenir dans une méthode. C'est presque l'état dans lequel l'être humain a accès à son plein potentiel. Donc personne ne l'a créé si ce n'est la nature. Des méthodes et des grands sages, des grands prophètes tels que Bouddha, le Christ, certainement d'une autre manière ou d'autres, ont pu nous transmettre. C'était Bouddha particulièrement, par exemple avec l'assise, la méditation ou les anciens yogis, avaient compris qu'on pouvait avoir cette approche-là. Mais en soi, c'est quelque chose, encore une fois, qui a toujours existé. Cet état-là est naturellement présent en nous. Encore faut-il le cultiver. Ouais. Et ça, c'est pas limité à une méthode. Ah ouais. Attends, laisse-moi digérer un peu ce que tu m'as dit. Mais du coup, donc toi, ton approche et ton objectif, c'est de transmettre aux gens. Elle est comment ton approche dans le monde de la spiritualité? Est-ce que tu vois ta démarche comme une démarche scientifique et que tu vas expérimenter plein de choses? Est-ce que tu la vois comme celle d'un athlète et que tu vas chercher à te perfectionner dans certaines choses spécifiques pour t'amener dans une forme de compréhension? Est-ce que tu la vois comme un artiste? Comment tu vois ta démarche dans le monde spirituel? Tout cela à la fois, Ouais, mais sans fragmenter. Simplement en ayant la fluidité de pouvoir, en tant que chercheur, j'aime que tu me parles d'aspect scientifique, mais quand on parle de science, moi j'aime l'aspect recherche, l'aspect être en investigation. Moi je vois vraiment l'expérience humaine, tant que la vie m'est prêtée, comme une investigation profonde déjà sur moi, parce que c'est la porte par laquelle la conscience s'expérimente là, sous cette forme, dans cette incarnation, et une expérimentation aussi au travers des transmissions, au travers de comment je peux amener les autres à recevoir, à ouvrir des choses de par eux-mêmes et donc avoir un feedback. Et comme tout est encore une fois en interdépendance, pour moi, c'est ça qui permet de cheminer. Mais c'est vrai qu'ayant un passé d'artiste martial, étant toujours
pratiquant d'arts martiaux, oui, le côté athlète, le côté engagement fait partie de cette approche-là. Par exemple, dans certains types de respiration ou encore une fois en allant travailler avec les chamans, il y a quand même une dimension où on va s'engager de manière intense. Donc oui, ça fait partie aussi du travail. Et la dimension artistique est extrêmement aussi présente dans ma vie, dans le sens rechercher, expérimenter, mais sans forcément s'attendre à quelque chose, en étant dans le pur processus créatif, car nous sommes de puissants créateurs. Donc tout cela pour te dire que se mettre dans une case ou se limiter à mon sens à une approche, sans évidemment s'éparpiller, hein, on tient quand même peut-être une intention, on tient une discipline, hein, toujours dans cet art d'apprendre et de rechercher, mais on ne peut pas se limiter à une petite chose à mon sens, parce que comme la conscience est quelque chose d'infini, on emploie le terme conscience, mais spiritualité, disons, c'est une dimension qui est sans limite. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire par rapport à nos sens limités et par rapport à ce que les outils aux voies qui sont à nos dispositions? Eh bien, autant explorer différentes voies, parce que chaque voie va pouvoir nous montrer une partie du prisme. L'approche artistique va nous montrer une partie, l'approche méditative une autre, même si encore une fois je le verrai comme une toile de fond. L'approche martiale encore une autre. Le dépassement physique va nous amener éventuellement à toucher d'autres choses. Le travail avec les plantes médecines, pourquoi pas? Donc c'est pour ça qu'il y a, pour moi il n'y a pas de limite, mais le vrai frein c'est de voir tout comme étant fragmenté. Je verrais beaucoup plus l'expérience humaine comme quelque chose qui est par définition spirituel et rien d'autre. On peut tout à fait être endormi et avoir une vie, disons, physiologique, mécanique. C'est même pas un jugement de bien ou de mal. On l'observe tous les jours dans nos modes de vie. Mais à partir du moment où tu as ouvert la porte et que tu comprends, et tu ressens surtout à quel point ton existence est un miracle, à quel point c'est infiniment précieux, merveilleux, et que les possibilités sont beaucoup plus vastes que le système qu'on nous aurait mis dans l'esprit de par nos modes d'éducation et toutes ces choses-là, une fois que tu fais péter un peu ce plafond de verre, et tu te rends compte que tout est infini. Et là, évidemment, l'état de chercheur, l'état de quelqu'un qui investigue sans savoir ce qu'il va trouver, mais qui est en pure présence moment par moment, te permet d'être en fait dans un processus infini. Et la fin de cette recherche, ça serait la fin de cette incarnation finalement. Donc il n'y a pas de limite. Ouais, carrément. En fait, c'est vrai que quand on fait la différence entre Occident et Orient, on a beaucoup ce côté où en Occident, on aime beaucoup fragmenter, peut-être documenter et catégoriser chaque chose. C'est vrai que la science, tu vois, ça vient du mot scier, genre on va essayer de tout séparer et de tout bien simplifier pour comprendre la vie. Et moi, je sais que du coup, du côté de mes parents, donc asiatiques, on a beaucoup plus une approche où on va mettre en valeur l'interaction entre les entités plutôt que l'identification de chaque entité. Par exemple, quand on est enfant en chinois, par exemple, on nous apprend beaucoup plus les verbes que les noms. Donc en France, on dit ça c'est un camion, ça c'est un arbre, alors que nous on va plus nous apprendre voilà, lui le camion il fait ça, l'arbre il va réagir comme ça. Et c'est vrai que dans une approche quand on voit la société en général et comment est-ce qu'on parle des choses, on remarque beaucoup plus en Asie une forme de compréhension des interactions, même si là, bien sûr, l'Asie est devenue très occidentale, mais au fond de nous-mêmes, on a quand même ce côté où j'avais vu une étude, enfin un test, où en fait, il montrait sur une feuille 3 images, il montrait un singe, un panda et une banane, je sais pas si tu connais ça, et en fait, il disait, le singe, il va avec la banane ou avec le panda? Et en fait, tous les occidentaux disaient, le singe, c'est un animal, ça va avec le panda. Alors, les asiatiques disaient, le singe, il mange la banane, donc le singe va avec la banane. Et donc, il y a forcément cette connexion et cette interaction qui est très présente dans peut-être l'inconscient aujourd'hui des asiatiques, qu'on n'a pas du tout, nous, chez les occidentaux. Et c'est pareil, on a mis l'exemple, tu vois, genre, tu le trouves même dans les peintures, tu vois que en Europe et en Occident, on prend beaucoup les peintures d'un point de vue humain, où genre on se met à la place d'une personne et on voit sa vision. Alors que si tu regardes les peintures chinoises, c'est très très souvent un vol d'oiseau et c'est toujours un ensemble qu'on voit genre d'en haut. Et je trouve ça hyper intéressant de comparer les différences entre Orient et Occident. Et donc dans cette voie un peu très spirituelle, on s'oriente beaucoup vers tout ce qui est oriental. Mais est-ce que tu penses qu'on n'a pas grand-chose à tirer de l'Occident d'un point de vue spirituel, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre? En fait, ce qui est très complexe pour un esprit conditionné tel que
les nôtres, disons, en Occident, ou en tout cas à l'échelle de notre civilisation tout entière aujourd'hui, c'est que on a mis encore une fois la spiritualité dans une case qui parfois est associée à la religion au sens dogme, au sens culture religieuse, qui, à mon sens, elles ont toutes des enseignements très riches, surtout lorsqu'on s'accorde vraiment à l'étude de chaque transmission religieuse, mais chaque dogme est forcément limité parce c'est impossible de dire ce qui est la vérité, ce qui est la source. Tous les systèmes de croyances religieuses, spirituelles, humains sont par définition limités par l'esprit humain, qui ne peut pas appréhender l'échelle de ce que serait le divin au fond et la source de toute conscience, dont nous sommes pure émanation. À partir du moment où on tâche de faire tenir ça dans une explication intellectuelle, surtout comme ce qui se présente en Occident, la pensée de Descartes et d'autres, qui ont dans tous les cas limité et rendu les choses assez mécaniques, on est enfermé. On est enfermé dans quelque chose qui est de l'ordre de la pensée. Là où la plupart du temps, en Asie, en Orient, on avait aussi compris que, par exemple, le bouddhisme, au centre de la pratique du bouddhisme, il y a plein de différents types de bouddhisme, mais c'est souvent la méditation. Et c'est pas quelque chose qu'on va t'apprendre à faire, c'est un état qui va t'amener à découvrir par toi-même cette dimension incommensurable au-delà de la pensée. Et c'est ça, je pense, les grandes différences qu'il y aurait entre, on dit souvent Orient et Occident, mais si on recherche dans les cultures, par exemple en Afrique ou dans toute l'Amérique latine, finalement, c'est beaucoup plus proche des compréhensions ancestrales avant les religions et les dogmes monothéistes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc il y avait une approche beaucoup plus proche justement de la source, de la nature, de ces esprits, de l'intelligence omniprésente dans chaque arbre, dans chaque pierre, dans chaque animal. Et il y avait toujours ce rapport beaucoup plus organique, en fait, beaucoup moins fragmenté. Il n'y avait même pas d'opposition, quelque part, entre nous et la nature, à un certain niveau. Il y a toujours cette compréhension dans bien des peuples que nous sommes la nature. Donc toute cette division-là, elle a créé même l'idée qu'on pouvait avoir une vie plus ou moins spirituelle, alors que finalement, la spiritualité, c'est cette toile de fond. Et la méditation, c'est l'état qui donne accès à cette toile de fond. Donc nous, on a construit des choses, dont la case spiritualité ou développement personnel ou plus de conscience. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont de toute façon là, auxquelles on a toujours accès. Et ça, c'est vrai que dans certaines régions du monde, et pas principalement en Occident, on a toujours cet accès naturel depuis l'enfance. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que souvent quand on se dit je veux avoir une vie plus spirituelle ou me développer, c'est parce qu'on a un mal-être. Donc on veut gérer son stress, on veut gérer ses problèmes relationnels, on veut gérer sa frustration, la pensée compulsive, la colère, toutes les émotions qu'on n'arrive pas à faire circuler ou parce qu'on tombe malade. Et donc on se dit je vais me tourner vers une vie plus spirituelle. Et c'est très bien, je pense qu'on peut que encourager les gens en ce sens, mais au final on découvre que c'est la prise de conscience, c'est l'état de conscience se transformant qui va guérir les choses. C'est pas parce que tu veux guérir les choses qu'elles vont se guérir directement, c'est parce que tu transformes ton état de conscience, donc tu harmonises ton esprit, tu harmonises ton corps, tu équilibres les choses, tu permets aux émotions de circuler, ta compréhension s'affine et tu comprends que tous les conflits que tu as en toi ou que tu expérimentes apparemment avec des personnes séparées de toi, c'est juste parce que tu n'avais pas la conscience suffisante, tu n'avais pas un accès suffisant à la conscience pour comprendre ces choses-là et donc être en harmonie avec la vie, avec ces choses-là. Donc tout le problème vient du fait qu'on veut toujours atteindre des choses extérieures à quelque chose qui est profondément en nous. Et évidemment que, comme tu le dis, c'est ça qui est puissant dans l'approche comme du Vipassana ou d'autres, c'est qu'on dit ne vous attachez pas aux choses plaisantes. Tu sens le stress qui sort du corps, tu sens des sensations d'énergie que tu n'avais jamais ressenties, peut-être très puissantes. Mais ces choses-là, encore une fois, elles sont tout à fait naturelles à partir du moment où notre conscience s'exprime naturellement. Et la santé et toutes les maladies, par un état de conscience différent, se transforment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on transforme notre conscience, on transforme notre expérience de vie de manière globale et non fragmentée. Et tous les produits, gestion du stress, meilleur sommeil, régulation de problèmes de peau, du système nerveux, de tout ce qu'on veut, vont se régler de par eux-mêmes. Parce qu'en fait, tu t'alignes naturellement avec ta nature. Ok. Comment toi tu coaches, on va dire concrètement, un artiste par exemple, un artiste interprète qui fait du piano par exemple, j'en ai autour de moi.
leurs problèmes principaux, ça va être des problèmes de mémoire liés au stress, le stress forcément avant et pendant la performance, peut-être un peu plus de sensibilité artistique. Comment toi tu le coaches, comment tu Hmm. l'amènes plus haut, vers là où il veut aller? Si on fait une parallèle entre le corps et l'esprit, on dit que dans l'entraînement du corps physique, la préparation physique, la force, c'est un peu la qualité tout en haut de la pyramide. Et si tu augmentes ta force, Ouais. tu augmentes en proportion et en potentiel toutes les autres qualités. Ouais. Si on en revient à l'état de pleine conscience, à la conscience en général, et donc l'accès à la pleine conscience, on en revient à la méditation. Pour moi, une fois que tu permets aux personnes d'avoir des prises de conscience, des transformations de leur état d'être, bah c'est ce qui est en haut de la pyramide. Toute leur vie se transforme. Donc on en revient à cette toile de fond, la pratique méditative est ce qui est pour moi et dans ce que je transmets la base de toute chose. Et à partir de cette pratique méditative, on va pouvoir aborder la préparation physique et mentale avec différents outils bien spécifiques en fonction des profils. C'est pour ça que une fois que la conscience est déjà plus ouverte, disons, et que tel artiste ou tel athlète a un problème de gestion du stress un peu plus spécifique. Disons que ce problème-là, il est déjà traité par son état de conscience en toile de fond qui évolue. Mais là, après, on va pouvoir ajouter des outils bien précis comme certains types de respiration, certains types de mouvements, certains types de visualisation, vraiment spécifiques à la situation ou au moment où il doit avoir accès à son plein potentiel. Mais tu vois, c'est comme vivre à plusieurs dimensions. C'est-à-dire que notre état de conscience, ou disons la dimension spirituelle de notre être, on devrait pouvoir la travailler à tout instant et dans n'importe quelle seconde de vie et dans n'importe quelle interaction avec la vie, avec les autres. Et ça n'empêche pas, et au contraire, ça te donne encore plus d'espace pour vraiment du travail spécifique de préparation mentale, de gestion du stress, de respiration, de relaxation, etc. Donc c'est vraiment cette approche multidimensionnelle. Ok. Tu peux peut-être revenir sur l'aspect multidimensionnel, je n'ai pas Ouais. forcément bien Donc saisi. l'aspect multidimensionnel, c'était pour en venir au fait qu'on aborde donc la dimension spirituelle ou la vie comme étant ce que nous sommes venus expérimenter. On est là, c'est factuel. Une fois qu'on prend conscience de cela, il y a toujours un rapport un peu dualiste, c'est-à-dire qu'il y a nous et le monde, où il y a nous et la dimension spirituelle de nous que nous pourrions atteindre. Mais une fois que tu commences à prendre conscience et à cultiver, par exemple par la méditation, et je dirais même avant tout par la méditation, cette prise de contact avec ce qui est, cette présence à l'instant, et donc cette bascule naturelle dans une dimension beaucoup plus vaste que celle de ton ego, et donc celle de ta pensée. Que tu sens que cette dimension est là, eh bien tu réalises avec le temps, au bout d'un moment, et ça peut aller plus ou moins vite selon chaque personne, mais tu réalises que tu es beaucoup plus que cette identité construite de toutes pièces. Donc, ta prise de conscience fait que tu sais faire part d'un tout, que tu fais partie d'un champ de conscience unifié qui s'infuse et qui est reçu par ce corps et par cette expérience. Et tu réalises qu'au même instant, donc à une autre dimension, tu vis dans le périmètre de ton avatar, de ton ego, de ta pensée. Et comme éventuellement tu en prends conscience, tu peux agir sur cette construction de personnalité. Tu peux la remodeler, comme on le disait tout à l'heure, la reprogrammer pour devenir un meilleur ego. C'est ce que disait, c'est ce qu'on entend dans certains enseignements, c'est que la première partie de ta vie, tu vas construire un ego le plus harmonieux possible, celui qui te donne le plus accès à tes possibilités, le moins limité dans les peurs et les schémas limitants. Donc tu vas construire l'ego le plus beau possible, le plus sain possible. Et la seconde partie de ta vie, tu vas le dissoudre, cet ego. C'est une métaphore, mais c'est pour dire que elle est là la multidimensionnalité à laquelle je fais référence. C'est que dans cette toile de fond, nous faisons partie de ce tout, de cet univers. Rien n'est séparé. Après, oui, il y a une expérience entre guillemets un peu plus individuelle que l'on fait par le prisme de notre identité. Ok. Et c'est là où j'en reviens à comment est-ce que ça peut se caractériser dans ma transmission, dans l'accompagnement que je propose. C'est une fois que tu as pris conscience ou que tu prends conscience et que tu cultives cette conscience comme étant part de ce tout, comme étant expression pure de l'univers qui prend cette forme dans son impermanence, dans la conscience de sa mortalité, etc. Eh bien, à l'intérieur de ta personnalité, telle que tu sais la recréer ou en prenant conscience de toutes les facettes de cette construction, avec ses limitations, avec ses points forts, ce que tu veux, tu vas travailler à l'intérieur de ta personnalité, de ton identité, de manière spécifique. Si par exemple, tu as des peurs ou des blocages bien spécifiques que tu as identifiés, bah, tu peux avoir une certaine approche de la libération, disons de la respiration, où tu vas aller libérer des traumas, des choses
par de la Conscious Connected Breathwork ou des respirations bien spécifiques où on va venir chercher à libérer des traumas. Parce que peut-être c'est ça qui te bloque. Ou d'autres personnes, ils ont un rapport à l'effort, à l'entraînement physique, où ils n'aiment pas ça. Et pourtant, ils devraient passer par un corps plus fort pour pouvoir accéder à leur plein potentiel. Ben là, on va mettre en place d'autres choses. Un entraînement physique bien spécifique qui va lui permettre de gagner plus de force, plus de confiance en lui, plus de compréhension et de connexion au corps. Donc, en fait, tu cultives à l'intérieur de ton avatar et à l'intérieur du véhicule de ta conscience qui est le corps physique. Mais au fond, toi et moi, on fait partie d'un seul et même champ de conscience. Et ça, de toute façon, ça ne dépend pas de nous. Ça arrive, ça se manifeste tout seul. On n'a rien à agir. On ne peut pas agir là-dessus. C'est comme ça. Ouais. Et sur toute ta réponse, ce que je trouve assez fascinant, c'est que maintenant je comprends mieux ce que tu veux dire, mais il y a comprendre et comprendre. Ça, je l'ai bien remarqué avec les entéogènes ou même dans Vipassana, c'est que tu peux expliquer aux gens ce que tu as pu ressentir, que ce soit pendant une prise de psilocybine ou même ce que fait Vipassana de manière très concrète avec des schémas et des métaphores, mais il y a comprendre ce que j'ai vécu et réellement comprendre la chose. Et c'est vrai que Vipassana, pour moi, c'était un peu comme si le fait d'expliquer Vipassana, c'est comme si on nous expliquait l'ordonnance, entre guillemets, et Vipassana en lui-même, c'est le prof qui t'attrape par le cou, qui t'amène et qui te fait prendre le traitement, en fait. Et je vois une vraie différence là-dessus entre le fait d'expliquer ce qu'on est en train de faire là et le fait de faire vivre aux gens réellement cette chose. Il y a deux niveaux de compréhension différents. Complètement. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intégration. Ouais. Et l'intégration, c'est une phase indispensable. Quelque part, c'est la phase où tu vas reprogrammer justement ton conscient et ton subconscient. C'est comment est-ce que par l'intensité de l'expérience vécue, que ce soit Vipassana, une cérémonie avec plante médecine, une phase de retraite avec méditation, travail sur le souffle, travail sur le corps et autres, en tout cas tu as expérimenté quelque chose de suffisamment intense, fort et profond pour que tu aies une prise de conscience, que tu aies perçu des choses différentes et que tu aies même libéré certaines choses. Donc la phase suivante indispensable, c'est l'intégration. C'est ce qu'on fait là aussi par rapport à ton Vipassana. Le fait de le verbaliser, de te replonger dans les émotions vécues, dans les sensations, dans ce que tu as téléchargé dans ta conscience et qu'on ait cette discussion entre nous, te permet l'intégration. Et ça, c'est vraiment la phase à ne pas négliger parce que c'est celle où tu vas reprogrammer ta conscience au niveau individuel, où tu vas reprogrammer ton identité, ta pensée, ton conscient et ton subconscient. Ouais. C'est là que la transformation s'opère. Et peut-être que dans cette reprogrammation, dans cette intégration, tu vas justement laisser de plus en plus d'espace à une compréhension d'être bien au-delà de Tony. Et cette phase-là, c'est souvent celle qui est négligée parce qu'on pense souvent que c'est que la retraite ou que la cérémonie de psilocybine ou autre qui va être transformatrice. Et non, c'est la manière dont on va venir recréer une autre manière de vivre, un autre état d'être qui va s'inscrire dans le temps de manière durable, en se confrontant de nouveau avec un nouvel état de conscience et en voyant est-ce que je repasse dans des anciens schémas ou est-ce que ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, ce que j'ai réalisé et libéré, hop, je peux le mettre tout de suite dans l'instant présent en application. Et à force de faire ce processus moment par moment, d'où encore une fois la méditation, être là juste moment par moment, eh bien c'est là que la transformation opère. Incroyable, magnifique. Je vais revenir sur un truc que tu avais dit par rapport quand on parlait de l'Occident. C'est un truc qui m'est venu en tête là, quand tu m'en parlais. Pour toi, est-ce que la prière, c'est également une forme de méditation? Est-ce que la prière, je trouve que ça ressemble quand même pas mal à la méditation, la prière de groupe, le fait de manifester ce qu'on veut, le fait de se regrouper et de penser réellement, de mettre son attention sur ce qu'on pourrait espérer. Est-ce que c'est une forme de méditation? Est-ce que tu penses que tous les peuples du monde ont peut-être cette tendance à quand même avoir cette envie de créer quelque chose qui se ressemble un peu comme le fait qu'on ait des dragons, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, en Europe? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié? Déjà, ce qu'il faut peut-être remettre en perspective, c'est que par définition, nous sommes des créateurs. On a la possibilité de donner la vie et de permettre à de nouvelles âmes de s'infuser grâce à l'énergie de la création, dans les premiers chakras, Muladhara, l'énergie sexuelle, l'énergie de la vie. Donc l'élan de création est inhérent et intrinsèque, même à la condition humaine. Maintenant, pour amener prière et méditation en parallèle,
j'en reviens encore une fois à la perception et à l'explication de ce que serait la méditation, beaucoup plus en tant qu'état d'être que pratique formelle et toile de fond de tout. Donc, il est évident que dans un état de pleine présence, de pleine conscience, que l'on peut donc appeler méditation, on va pouvoir aller vers une prière beaucoup plus puissante, beaucoup plus effective qu'une prière mécanique parce qu'on nous a dit de dire ceci ou cela 34 fois parce qu'un tel a dit ça. Ou finalement, on est juste dans de répéter des choses et des choses sans le fond, sans les ressentir. Donc il y a quelque chose dans l'appareil, dans la technologie qui est le corps physique, la très très haute technologie qui est le corps humain, fruit de milliards d'années d'évolution, notamment le cœur et d'autres parties du corps, où on a cette capacité d'influencer sur le champ électromagnétique que l'on émet, de se mettre à certaines fréquences, de vibrer à une certaine fréquence. Et c'est vrai pour chacun de nos tissus. Tout ça pour dire que la plupart du temps, on ne sait pas prier, parce qu'on se met aussi en soumission en attendant de recevoir quelque chose d'une intelligence supérieure qui serait hors de nous. Alors que nous sommes cette part divine, nous sommes cette intelligence. Elle et nous, c'est la même chose. L'univers, le divin et nous, c'est la même chose. Donc déjà, le fait de ne pas se mettre en dualité vis-à-vis de la force vitale et tout ce qui rendrait les choses possibles en abondance, c'est déjà se rapprocher de ce qu'on veut voir se manifester parce qu'on n'est pas extérieur à l'équation. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose serait de ne pas se mettre dans un état de manque où on veut obtenir quelque chose parce que quelque part, l'univers, disons, si on fait des grands raccourcis, mais va résonner avec ce que toi tu aimais. Si on revient dans une visée un peu plus dualiste, ce champ de conscience unifié va se mettre à la fréquence que toi tu aimais. Donc si toi tu te considères être en position de manque en demandant quelque chose, quelque part tu maintiens cet état de manque, même au niveau mental, tu te maintiens l'idée d'être en manque, donc tu bloques le phénomène d'abondance, de ce que pourrait amener la prière. Donc prier, c'est se mettre déjà à la fréquence que tu veux manifester. C'est déjà être ce que tu veux incarner, déjà vivre ce que tu veux vivre et déjà visualiser ce que tu visualises pour les gens pour lesquels tu pries. La prière n'est évidemment pas que pour nous. Ouais. Donc lorsque tu pries, je dirais que la manière la plus puissante selon ma compréhension actuelle de prier serait d'avoir déjà un bon état méditatif en étant pleinement présent à ce qui est dans l'instant, en laissant tout s'ouvrir au niveau énergétique, au niveau ressenti, être intensément présent et puis se connecter au cœur, se connecter à la gratitude, déjà remercier, être dans un véritable état de gratitude mais pas juste mental, le ressentir, être dans cette émotion et puis aller à un autre étage en même temps, celui de la vision du troisième œil, de la capacité à visualiser une imagerie très très claire. Donc, prier en ayant déjà une image extrêmement claire de ce que tu veux voir se manifester. C'est comme si tu entrais des coordonnées GPS sur ton ordinateur et que la vie, l'univers allait faire en sorte que tu rejoignes ces coordonnées GPS parce que le schéma est déjà très clair. Ouais. La carte, tu la dessines dans ta conscience. Donc à un autre niveau, il y a ça. Et émotionnellement, se connecter dans l'instant à ce que tu vivrais si tu étais déjà là. Qu'est-ce que tu ressentirais là vraiment en ayant déjà reçu le fruit de ta prière? Eh bien, se mettre à cette fréquence, il y a beaucoup plus de probabilités pour que les choses se manifestent. Et encore une fois, le plus important, on en revient toujours à ça, c'est la foi, mais pas une foi dogmatique, le ressentir. Tu n'as aucun doute dans ton cœur, dans ton âme, dans ta conscience que cette chose-là va se manifester. Aucun doute. C'est comme ça qu'une prière peut fonctionner. Et la cultiver quotidiennement. Se mettre dans l'état méditatif et plonger dans la vision claire, le ressenti émotionnel, la demande sans être en manque, mais en étant déjà là, déjà ce que tu veux voir se manifester, ou en visualisant déjà les personnes pour lesquelles tu veux voir ces choses se manifester, l'expérimenter. Et plus tu vas le répéter, plus tu vas créer cette réalité. Ouais, en fait, de manière même plus évidente, la prière, c'est le fait de te rappeler de ce que tu veux de manière quotidienne, et ton cerveau, à force de se poser cette question-là, va automatiquement aussi se trouver des réponses. Donc c'est vrai que ça mène forcément à quelque chose de meilleur si on le fait bien. Et donc c'est vrai qu'il y a ça. Mais comme tu le disais, entre le parallèle entre la vision spirituelle orientale et occidentale, je trouve que dans la vision occidentale, on a un peu cette version de nous-mêmes en bas, donc sur Terre, dans un milieu, quelque part d'assez petit, et on essaie de trouver le plus grand idéal et de se dire, bon bah ça peut être du nordique, ça peut être le dieu,
et de se dire, bon, bah, en fait, si je fais tout ce qu'il me dit de faire, bah, un jour, je pourrais peut-être le rejoindre. Alors que la version orientale, c'est plutôt, bah, concentre-toi sur sur la chose la plus insignifiante que tu possèdes, donc ta respiration, et tu vas finir par comprendre, réaliser que tu es toi-même Dieu. Et la vraie différence, elle est là. Mais du coup, ça donne une image qui est assez nulle, en fait, des religions occidentales, enfin, sans leur manquer de respect. Ah, elles sont pas toutes occidentales, hein, d'ailleurs, Ouais, mais ouais, un même pas peu dans leurs islam origines. aussi. Mais en tout cas, limitées parce que toujours dans une approche dualiste des choses, là où, par exemple, le bouddhisme a une approche moniste, non dualiste, ou le taoïsme, par exemple, ou même l'hermétisme, Ouais, hein, il n'y a pas qu'en Asie, hein. Euh, Bouddha, l'état de bouddhéité, c'est un état. ouais. Être Siddhartha éveillé. Gautama, le prince, Mm. voilà, l'éveillé ou le non-soi. Il y a plein de traductions à l'état de bouddhéité, mais en tout cas cet état d'éveil où tu comprends justement être le tout et tu en fais une expérience directe avec émotion, sensation, qui c'est pas une projection de la pensée, c'est pas un délire spirituel, c'est une expérience directe qui se cultive évidemment par la méditation. Mais tout le monde est Bouddha, potentiellement. Nous sommes tous des Bouddhas potentiels dans la capacité ou non de révéler cet état de conscience. Et selon certains enseignements, dont le bouddhisme ou l'hindouisme, serait d'avoir un cheminement au travers de différentes formes et de différentes incarnations en vue de réaliser justement que tu es une expression de la source, que tu es ce fragment, mais non séparé du tout. Et une fois que tu en fais l'expérience directe, tu n'aurais plus besoin de te réincarner sous cette forme physique apparemment divisée. Parce que c'est comme presque un mécanisme de l'univers, un mécanisme de la conscience source créé en lui-même pour s'expérimenter lui-même et pour se donner de l'énergie en lui-même et pour créer ce mouvement en lui-même. Ok. Tu vois? Donc c'est là où on en revient à cette idée de ne jamais oublier que nous ne sommes pas l'univers. Ne pas se mettre en soumission ou essayer d'atteindre quelque chose parce qu'on est déjà l'univers, on est déjà cette expression-là. Et c'est ça en fait l'état de bouddhéité. C'est au bout d'un moment, tu as une telle dissolution de ton identité, tu as une telle compréhension d'être bien au-delà de cette identité, que cette chose-là, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose qu'on te dit de croire ou de prier, c'est juste que tu en fais l'expérience directe. Mais c'est pas l'ego qui peut créer ce mouvement-là, parce que lui, il est forcément limité, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est pas la volonté, c'est pas toi en tant qu'identité qui va atteindre ça. C'est le jour où, presque par accident, peut-être au milieu d'une méditation, peut-être au milieu d'une cérémonie, peut-être au milieu d'un vipassana, hop, il va se passer quelque chose et Tony va disparaître. Et tu vas plonger dans ce champ unifié, dans cette dimension incommensurable qui est impossible à nommer, mais Ouais. qui est là. Ouais, parce qu'on a réussi à se décrasser de toutes les distractions extérieures. Mais du coup, là, la question controversiale, la question controversée, c'est dans ce cas-là, est-ce que les religions occidentales, donc la mythologie grecque, nordique, le christianisme, sont au final des distractions à cette réalité-là que tu comprends? On pourrait dire, selon une certaine perception, pas forcément des distractions, mais en tout cas des entraves à développer une vision pénétrante de la nature des choses, parce qu'on passe par des fables et des paraboles et des personnages, au lieu d'encourager un cheminement interne où on va aller découvrir par soi-même la méditation. Donc, ça peut être à la fois un frein à cette prise de conscience, mais si on s'accorde réellement à l'étude de ce que les grands sages, les grands prophètes ont pu exprimer dans chaque religion, par exemple ce que le Christ transmet. J'avais beaucoup aimé cette image-là, c'est un de mes mentors dont je t'ai déjà parlé, qui est notamment enseigne au Népal. Lui parlait souvent de 4 grands prophètes comme Bouddha pour nous avoir transmis la méditation, Mahomet avec l'intellect, la réflexion, Shiva, le yoga et d'autres choses, et le Christ pour l'approche du cœur, l'amour. Je te le réduis Ouais. vraiment, mais pour dire que ce sont différents enseignements. Et là, on les Mmh. personnifie dans des personnages, dans des grands sages ou prophètes. Mais toutes les religions ne sont pas à rejeter parce que si on sait en tirer l'essence et la quintessence, elles ont toutes quelque chose à nous transmettre. Mais encore faut-il faire l'effort de vraiment s'accorder à l'étude et pas juste aller répéter ce qu'un tel ou tel nous dit, qui potentiellement a été déformé par sa propre interprétation.
Donc on peut voir les études théologiques et philosophiques comme autant de possibilités d'élargir sa conscience, mais en même temps sans s'y attacher. D'où l'intérêt pour toi d'explorer toute forme de discipline, de spiritualité, Exactement. pour en tirer Ouais. l'essence et grâce aux crash tests qui ont été faits. C'est une pour toute pièce la du communauté, puzzle. ouais. C'est comme si tu prenais l'enseignement du Christ, même le bouddhisme en soi. Ouais. Le bouddhisme, il y a cette position très particulière parce que la méditation est centrale, certes, mais certains disent, comme Krishnamurti, un grand sage, disent que si les gens avaient écouté le Bouddha, il n'y aurait pas de bouddhisme. Si les gens avaient écouté le Christ, il n'y aurait pas de christianisme. Parce que la transmission même de ces sages était au-delà de créer une doctrine et une religion, Ouais. et un courant au final. Ouais. Et c'est là où c'est difficile à saisir par le mental. On se dit, bah oui, mais c'est des voies qui nous permettent de nous déconditionner, de nous éveiller, mais en même temps, il ne faudrait pas que ces voies existent. Les deux sont vrais. Et c'est là que la non-dualité commence, la voie du milieu. Le milieu, c'est pas yin ou yang qui est important, c'est la rencontre et la spirale entre yin et yang. Ok, d'accord. Ouais, donc là, tu réussis à enlever la séparation entre Orient et Occident, quoi. C'est vrai qu'on Il y a a que beaucoup de l'humanité. personnes qui, ouais, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la spiritualité, qui se mettent à rejeter d'où ils viennent. Et c'est vrai que c'est très, ça donne à réfléchir, quoi. C'est vrai. Et là, tout de suite, question vraiment par curiosité, et j'aurais pas du tout la prétention de comprendre, si je pouvais jeter un coup d'œil à tes recherches actuelles, là où t'en es toi maintenant dans ce que tu expérimentes, quelles sont les questions que tu te poses en ce moment et que tu essaies de trouver une réponse? Tu vas chercher quoi en ce moment? Sans chercher à comprendre. Ouais, bien sûr. Je rajoute juste un point à ce qu'on disait parce que Ouais. c'est vraiment important. C'est à partir du moment où une religion ou un dogme va amener certains individus à s'identifier à je fais partie de ce dogme, je détiens la vérité ou j'ai la promesse d'aller dans un paradis, ces choses-là. Et que ce comportement va amener de la division avec le reste de l'humanité et le reste du vivant. Ou par extrapolation et prolongement extrême de cette division, ce sentiment d'appartenance qui va donner naissance à des guerres, forcément, c'est erroné. Et c'est ça la limite de tout dogme, c'est que au nom de la religion, combien y a-t-il eu de morts et de meurtres? Donc forcément, et de violences sous toutes les formes. Donc forcément, il y a une énorme limite aux dogmes tels qu'on les expérimente aujourd'hui, et ça fait partie des limites de notre civilisation quant à la compréhension de la dimension spirituelle présente en chacun de nous. Donc le jour où on transcendra l'appartenance à tel ou tel dogme, et qu'on réalisera cette essence commune, on pourra aussi basculer dans un nouvel état de conscience. C'est ce que je voulais ajouter. C'est ça aussi la limite des dogmes. Mais dans ce cas-là, vu par exemple, prenons le bouddhisme qui existe depuis 2500 ans, ça veut dire que ça n'a jamais vraiment réussi parce qu'on n'a toujours pas vraiment avancé sur ce point-là. Le bouddhisme, encore une fois, c'est une position un peu particulière parce que ça pointe du doigt vers quelque chose en fait qui est très proche de la nature des choses. Parce que c'est la même chose que ce que dit par exemple la physique quantique. Aujourd'hui, tu as des choses extrêmement proches en ce que nous apprend le bouddhisme et ce que l'on reçoit des sciences les plus pointues actuellement. Parce que le bouddhisme, ce qui est différent par rapport au juste répéter de la croyance, encore une fois, certains courants de bouddhisme plus que d'autres, mais c'est toujours de faire l'expérience par soi-même. C'est un cheminement interne qui t'amène à plonger dans le cosmos quelque part. C'est pas quelque chose d'externe que tu vas engrammer dans ton esprit qui éventuellement va t'amener une forme de transcendance. Parce que même ça, tu peux, entre guillemets, vivre des états transcendants, mais qui te dit que c'est pas une projection de ton mental ou très profonde de ton subconscient dans une énorme prière collective qui va t'amener à croire que tu expérimentes quelque chose, alors que potentiellement, non. Lié à tes attentes. Exactement. Tu veux tellement atteindre ce paradis que tu vas avoir l'impression de le vivre, mais éventuellement, la chute sera d'autant plus terrible parce que c'est pas un véritable état de conscience. La chute sera d'autant plus terrible si un jour tu es confronté à des situations difficiles et que tu n'as pas vraiment fait une expérience de pleine conscience et d'état d'éveil. Voilà, c'était le point important que je voulais ajouter. D'accord. Et par rapport à mes recherches… Est-ce que tu es plutôt vers l'avenir, vers où ça peut nous amener si on continue à creuser ça, ou plus dans, peut-être plusieurs manières de répondre à ça, ou plus dans le passé, de pourquoi est-ce que c'était comme ça, pourquoi les Asiatiques pensaient de cette manière, les Européens comme ça? Où sont tes recherches? Intensément dans le présent. Forcément. Mais en étant conscient, même si le temps n'est évidemment pas linéaire, de pouvoir continuer de bénéficier, d'étudier de toutes les sagesses de nos ancêtres et de tout ce qui nous provient de partout dans le monde,
qui, à mon sens, sont intéressantes à recevoir et à réactualiser, à remettre en application pour être transmises dans l'instant, et avec une intention et une visualisation ferme et inébranlable au niveau de ma foi, dans le sens où j'ai décidé de dédier ma vie à la transmission, évidemment, et de le faire voilà, tant que je pourrais, avec le cœur, en âme et conscience, et jusqu'à la mort. Et pour moi, c'est déjà manifester tout ce que je souhaite à l'humanité, tout ce que je nous souhaite sur cette planète, c'est-à-dire plus de paix, plus d'amour, plus d'harmonie avec le vivant en général. Donc, un nouvel état de conscience. Et c'est pas de l'utopie. À partir du moment où tu y crois, tu le manifestes déjà. Donc moi, je tâche déjà, on en revient à la prière de tout à l'heure, je tâche déjà de vivre cette réalité que je ressens vouloir pour nous, au sens large dans mon cœur, en tâchant d'incarner déjà ce mode de vie et de tâcher de transmettre des choses qui, personnellement, me permettent d'être plus harmonieux avec la vie, avec le monde. Et comme je les expérimente, mon impulsion étant quelqu'un qui désire transmettre, c'est justement de tendre la main à d'autres personnes, mais pas pour leur mettre des programmes de Steve a dit ça, pas du tout. Pour leur permettre, en pointant du doigt certaines choses qui ne m'appartiennent pas du tout, qui sont des choses que je reçois et que j'étudie, et peut-être que je l'agence d'une certaine manière, mais c'est toujours pointer du doigt vers ce que chacun devrait pouvoir découvrir de manière autonome. Parce que c'est ça, un des grands problèmes qui nous amène à la destruction et à la division, c'est que rien n'est découvert de manière autonome. La plupart du temps, c'est que du formatage, de l'identification. Tu fais partie de tel pays, de tel mouvement politique, tu es ceci, tu es cela, ennemi, division. Alors que si vraiment tu plonges en toi, tu ne verras pas de séparation. Ouais. Mais tu vois, dans tes réponses, il y a forcément une affirmation et une forme de certitude qui est très bien parce que tu l'as expérimenté. Mais justement, c'est quoi les questions sur lesquelles tu es perdu en tant que chercheur, en tant qu'explorateur, c'est quoi les choses sur lesquelles tu aimerais répondre? Et justement, je ne cherche pas à ce qu'on puisse comprendre ta question. Mais si tu pouvais nous donner un aperçu sur tes carnets de recherche, ça serait déjà, quoi? Il y a plein de choses, évidemment, qui sont de plus en plus mystérieuses pour moi. Là, je te permets justement d'avoir une réponse où tu peux ne pas forcément être compréhensible et pédagogique. Bien sûr. Ah bah, clairement, plus tu t'ouvres, et encore une fois, tout ce que je te dis là, c'est forcément limité par mon expérience, et même aussi ouvert, je tâche de tenir ce discours, et je l'espère compréhensible et intelligible. Forcément, il n'en est pas moins qu'il reste limité par ma perception du monde, par mon vécu, mon subconscient. Donc, ce que je dis n'est pas une vérité absolue du tout. C'est juste ce que je tâche de laisser passer par moi avec un minimum de friction, avec un minimum d'illusion. Donc, il y a énormément de mystères, et ce mystère, je l'expérimente tout le temps, que ce soit dans la méditation, dans les complexités de la vie, l'état du monde, tout ce dont on peut faire l'expérience au quotidien. Il y a quand même un profond mystère là-dedans. Mais je m'en remets aussi au fait que dans le chaos et dans la division, il y a un ordre supérieur qu'on ne peut pas comprendre. Et ça, c'est l'équilibre de l'univers. Si ces choses-là arrivent telles qu'elles se produisent là, et incluant la guerre et toutes les choses les plus brutales, à un certain niveau, il y a un équilibre. À un certain niveau, il y a une perfection, puisque c'est. Et c'est pas entre nos mains. Mais à un autre niveau, on a la capacité d'influencer cette réalité et de co-créer, de co-manifester une autre trame, une autre manière dont les choses pourront évoluer sur Terre. Et c'est là où moi je m'engage activement et je tâche de rechercher. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir exprimer les facultés réelles de l'humain. Donc ça implique le travail sur l'énergétique, disons Qigong, Tai Chi ou d'autres voies où on parle de Qi et de Prana. Le développement de la méditation, mais disons dans une intégration qui soit viable dans notre dimension moderne. Le travail sur le corps, mais encore une fois sans le segmenter. Je fais de l'haltérophilie, je fais de la boxe, je fais de la gonflette ou je fais de la vitesse. Mais le corps en tant que véhicule nous permettant d'interagir avec cette dimension-là, on a énormément de choses à développer. Dans le mouvement, la texture, la manière de respirer, la manière de renforcer, la manière d'aller vers plus de longévité, de manière harmonieuse justement, sans essayer d'avoir des solutions extérieures, mais en travaillant avec cette force même qui réside dans le corps physique. Donc mon travail, ma recherche actuelle, et c'est pour ça que je me tourne vers plein d'approches de ça, en fait c'est le développement de l'humain pour lui permettre d'exprimer son plein potentiel, qui, selon ma compréhension, est synonyme d'évolution et d'éveil collectif. C'est-à-dire que chacun
s'éveillant de manière individuelle, étant un atome du monde, a forcément une action sur le monde entier. Donc chaque personne qui va prendre soin de son corps, soin de son esprit, et qui va tendre vers une vie plus consciente, va transformer une partie du monde. Plus d'êtres humains vont transformer une partie du monde, et plus vont être de puissants générateurs, de puissants visualisants, et de puissants générateurs, au sens où on envoie l'intention qu'un futur plus harmonieux est possible, plus cette réalité va se manifester. Ok, magnifique. Incroyable. Je regarde si j'ai pas d'autres questions, mais je pense que on est à peu près bon. Je vérifie juste. Euh, je pense qu'on a tout, hein. C'est incroyable. Enfin, moi, j'aime beaucoup ta réponse là-dessus. C'est vrai que là où tu en es aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux transmettre la complexité de ce que j'ai pu comprendre, un peu comme le voyage du héros, c'est que tu es parti dans le chaos, là, ton retour dans l'ordre, ça va être du coup forcément à la place du mentor, c'est ton métier, c'est ce que tu fais, et comment est-ce que tu peux enseigner à ces personnes le voyage qu'ils vont effectuer à travers le chaos et de retour ensuite dans l'ordre. Et c'est vrai que c'est la partie la plus difficile. Et en fait, c'est vrai que ta position, c'est un peu la position de l'artiste qui se retrouve devant la toile blanche en se disant j'ai reçu l'énergie, j'ai reçu ce que j'avais, j'ai reçu l'inspiration, j'ai reçu les méthodes. Maintenant, comment est-ce que je le transpose sur une toile blanche de sorte à ce que cette énergie soit retransmise de la manière la plus réelle et la plus personnelle et la plus impactante possible en fait. Et c'est vrai que c'est là où tu en es aujourd'hui. C'est là où je tâche de m'inscrire dans ces fameuses chaînes de transmission. Et je dirais que peu importe, Steve, c'est pas moi le problème, c'est ce qui va passer par cette forme. Il n'y a rien de personnel. C'est que, à mon sens, non, c'est même pas à mon sens, c'est lorsque j'ouvre mon cœur, ma conscience, je laisse passer des choses à travers moi parce que je fais de la place de par mes pratiques, dont principalement la méditation. Donc c'est quelque chose qui dépasse complètement l'homme ou la personne. C'est quelque chose qui doit circuler. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de faire des choses qui soient, enfin, en tout cas de se mettre au service de choses qui sont beaucoup plus grandes que soi. Tout en restant évidemment dans l'humilité et la vulnérabilité. Nous restons des êtres humains, on peut être soumis à des situations de vie, à des choses qui peuvent nous mettre la tête à terre en un claquement de doigts. C'est pas parce qu'on a eu certaines compréhensions qu'on n'en reste pas vulnérable ou oui, on peut tous se retrouver à terre. Donc c'est aussi de maintenir au long du chemin une intense humilité. Ça, c'est indispensable pour pouvoir aussi bien transmettre. C'est toujours se rappeler d'à quel point nous avons cette vulnérabilité en nous. Même si la vulnérabilité est une force, hein, c'est encore une fois yin et yang, mais on n'est jamais arrivé, quoi. Ouais. C'est tout ce que tu transmets. Si tu veux être intègre dans ta transmission, tu te dois d'être en chemin permanent. Ouais. Tu te dois de travailler ça. Tu te dois de continuer de recevoir de certains mentors, de certaines personnes. Et c'est là où, en fait, on fait tourner la roue de l'humanité. On vient chacun jouer notre petite note de musique, chacun jouer à avoir notre rapport. Et ensemble, on est en train de co-créer quelque chose. Là où, la plupart du temps, cette société, elle nous force à l'individualité, à la compétition, à moi, je crée mon truc et j'ai envie d'avoir une statue ou que mon nom reste longtemps. Mais au fond, on s'en fout. Puisque toi, moi, eux, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est que de manière collective, on tende vers plus d'harmonie et d'amour et de paix. Le reste, on n'en a rien à foutre. Incroyable. Incroyable. Toute dernière question, parce que c'est quand même important, je pense, et un peu plus concrète, je pense. Vipassana, ton expérience, tu l'as fait quand? Tu en as retiré quoi? C'était comment pour toi? Thaïlande. Tu l'as fait une fois? Ouais, une fois. Jours. Mais en fait, Vipassana, moi j'ai adoré l'expérience au sens où pour moi ça a été un vrai outil d'apprentissage sur lequel je peux encore m'appuyer pour certains enseignements. Mais comme cette recherche, ces travaux, disons, et cette expérimentation à différents endroits du monde et par différentes prises, ça fait quand même certaines années que ça m'a pris, cet élan-là. Donc Vipassana a fait partie de mon cheminement, mais j'ai retrouvé des choses similaires justement au Japon via le Zen, avec d'autres amis qui ont vécu aussi Vipassana au moins une fois. On louait des lieux entre nous et on créait des retraites Vipassana entre nous,
à peu près Vipassana parce qu'on rajoutait du mouvement, on rajoutait du corps, on rajoutait des choses qui, à notre sens, manquaient au Vipassana. Ouais. Donc ça, on l'a fait beaucoup et on le refait encore avec des amis avec qui on partage ce chemin en commun. On loue des lieux et on se met volontairement dans un état de retraite où même on ne se parle pas, on ne se regarde pas, mais on pratique ensemble, on médite, on bouge, on cuisine et on vit ensemble même 5-6 jours sans se parler, sans se regarder, mais intensément présents ensemble. Et d'ailleurs, c'est merveilleux de ce que ça peut laisser émerger, ne serait-ce que dans les relations assez proches. Ouais. Donc Vipassana, ça a été une pièce que j'ai beaucoup aimée, qui m'a appris beaucoup de choses, mais qui est duplicable de plein de manières. L'essence de Vipassana est duplicable de plein de manières dans nos vies. On peut faire ces retraites entre amis, on peut aller expérimenter des choses similaires, on peut garder ce qu'on a vécu dans le Vipassana et venir l'appliquer à une retraite de yoga en Inde ou ailleurs. Donc, elle a été pour moi, oui, transformatrice, mais aussi un élément de la grande panoplie des choses qui, à mon sens, m'ont tellement apprise. Mais pour une méthode qui est autant bien rodée, c'était quoi les limites? Pas forcément les limites, mais les choses que tu as pu ajouter par-dessus. C'est vraiment le manque de mouvement du corps. Ouais. Ah, parce que 10 jours, un peu, il y en a qui font 60 jours. Physiquement, c'est pas bien, quoi. Et peut-être le manque de protéines aussi dans les repas. Ouais, il y a plusieurs choses comme ça. Après, il faut comprendre le contexte religieux, le contexte culturel de d'où provient Vipassana. Mais par exemple, les asanas, les positions de yogi, ont aussi été créées pour assouplir le corps des grands méditants, des yogis. Donc, il y avait aussi une sagesse dans l'origine du yogi et des enseignements védiques, du yoga et des enseignements védiques. Donc, c'est pour ça que je te disais que je pense que vraiment s'arrêter à une méthode aussi puissante que soit le Vipassana, c'est limité. Parce qu'il va par exemple manquer des asanas ou des choses de souplesse du corps. Mais quand tu regardes dans le bouddhisme tibétain ou dans d'autres mouvements, il y a quand même les asanas, les pratiques d'assouplissement et toutes ces choses. Donc à mon sens, ce qui pourrait être le plus limitant dans le Vipassana, mais qui est génial et indispensable pour des personnes qui le vivent pendant 10 jours, c'est l'immobilité. Mais si on prolonge l'état d'immobilité tout au long d'une vie, alors que tout est mouvement, il va manquer quelque chose même à l'intérieur de l'utilisation du corps physique, qui est fait pour être en mouvement. C'est vrai que dans Vipassana, on nous dit, assis-toi comme tu le veux, on va pas te corriger, prends une chaise si tu veux, et puis c'est tout. Et c'est vrai que c'est un vrai point une vraie limite. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. C'est vrai que sur 10 jours, je me dis, c'est une contrainte. Mais pour des gens qui le font une fois 60 jours chaque année, ça fait quand même 2 mois immobiles par an, ça fait quand même, c'est pas fou, quoi. Et si ton corps s'affaiblit, ta conscience va s'affaiblir. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai ça. Bon, mec, Steve, merci beaucoup pour l'interview. Grand plaisir. Et du coup, je vais couper ça. J'ai pas d'outro parce que je la ferai en vidéo.